l'horizontal et le vertical. Les livres, les films, les récits qui me touchent le plus sont ceux qui montrent en même temps les dimensions horizontales et verticales de la vie. Horizontale, l'amour, l'amitié, les alliances qu'on noue en faisant la traversée dans les mêmes eaux, dans le même temps. Verticale, les relations entre les générations, parents et enfants, aïeux et descendants qui ont habité des mondes différents, partagé d'autres récits collectifs, d'autres valeurs, d'autres évidences. Ce qui allait de soi, disons, pour nos grands-parents, nous étant devenus non seulement étrangers, mais souvent scandaleux. J'aime qu'on me donne accès à ces deux dimensions à la fois de l'expérience humaine. Je pense que c'est le secret des grands livres. Guerre et paix, les Buddenbrock, Christine Levransdatter. Mais en réalité, à mesure que je deviens vieux, ce qui m'intéresse le plus, c'est la dimension verticale. Plus tant mes amis et mes amours que mes parents, mes enfants, l'enfant que j'ai moi-même été. C'est sur cela aujourd'hui que j'ai envie d'écrire. En même temps, 3 petits points. Bonsoir Emmanuel Carrère, c'est un immense plaisir de vous recevoir. C'est la première fois à Vincennes que nous vous recevons et c'est pas faute de vous avoir aimé tout ce temps-là, pendant, je dirais, presque 40 ans, à vous fréquenter à distance. Vous êtes journaliste, écrivain, scénariste et cinéaste. Votre travail polymorphe, vos œuvres nous accompagnent depuis tout ce temps, depuis Bravoure en 1984 et surtout La Moustache en 1986. Une vingtaine de livres qui sont devenus tellement familiers qu'on a le sentiment de parfois être un peu dedans. Ces livres, on les connaît, vous les connaissez tous, D'autres vies que la mienne, Yoga, Le Royaume, V13, tout récemment, et puis ce dernier livre qui, en quelque sorte, en concentre bien des aspects. Alors je voulais revenir sur ce « en même temps ». Moi j'ai vu beaucoup de vous dans ces 3 petits mots suivis de 3 petits points, 3 petits mots que vous empruntez malicieusement à un autre Emmanuel, bien connu de nous tous. Mais écrire, c'est faire en même temps beaucoup de choses, n'est-ce pas? Se souvenir, inscrire ce dont on se souvient dans une trame et puis trouver les mots pour le dire. Est-ce que c'est ça, écrire? Faire en même temps? Alors, le fameux « en même temps » préempté par notre président, disons, le goût et la capacité de tenir toujours les 2 bouts de la chaîne, d'être capable de penser une chose et son contraire, de penser que la vérité n'a jamais un pied dans les deux, dans un seul camp, mais forcément dans... Je ne suis pas sûr que ça soit une vertu d'homme politique. En revanche, pour un écrivain, je pense que c'est pas mal, que c'est plutôt une bonne façon de voir les choses. Alors le en même temps aussi là, c'était aussi dire le monde brûle, le monde va. Il me semble que c'est pas extrapoler beaucoup que de dire que le monde va sinon sa perte, du moins quelque chose d'absolument catastrophique. Donc il y a la question peut se poser, quoi. Si on est écrivain, il faut peut-être essayer de rendre compte un peu de ça qui arrive, quoi. C'est un peu, si c'est bien ça qui arrive, c'est un peu bizarre de parler d'autre chose, quoi. Et pourtant, en même temps, à un moment, à titre personnel, enfin, l'urgence, je dirais pas, mais la nécessité, c'était tout à coup de raconter l'histoire de ma petite famille, alors de ma petite famille sur un siècle à peu près, et ce qui fait bon, ça donne une certaine ampleur à la chose, de revenir à des choses comme l'enfance, des choses comme ça, et au fond, d'avoir essayé, c'est encore de tisser quelque chose qui soit à la fois, qui touche vraiment, qui soit très intime et qui touche quand même un peu à l'universel, quoi, où on puisse et à de l'historique aussi. Voilà. Bon, j'ai été un peu confus peut-être. On est parti dans plusieurs directions. Pas plus près, d'accord.
Pardon. Alors, on a beaucoup lu et entendu souvent ces temps-ci que Kolkhoz est un livre que vous consacrez à votre mère, le livre du fils consacré à sa mère, mais plus qu'un hommage, n'est-ce pas justement en elle que les deux dimensions dont on a parlé à l'instant et dans le petit extrait que j'ai lu, que ces deux dimensions, horizontale et verticale, se croisent. Hélène, la fille d'immigrés qui, devenue femme, a conquis seule sa liberté et sa position sociale dans un monde encore largement dominé par les hommes. Oui, il faut dire que, alors, bon, ma mère était quand même un personnage assez remarquable, on pouvait lui trouver des défauts, des raideurs, des trucs comme ça, mais sa trajectoire est effectivement étonnante et digne d'admiration, celle d'une fille et petite fille d'émigrés russes et géorgiens, apatrides, qui a grandi dans une vraie pauvreté, tout ça étant accentué par une espèce de tâche sur le nom, sur la famille, qui était que son père a collaboré et a disparu à la Libération, très certainement exécuté sommairement. Donc ça, elle avait 16 ans, c'était quelque chose de lourd à porter. Et avec ça, elle a fait cette impressionnante carrière à la fois d'historienne d'abord, et puis ensuite quelque chose de très très institutionnel qui pouvait m'agacer, que je pouvais regarder un peu de haut, voilà, mais qui était aussi une extraordinaire revanche sur ses débuts très difficiles, sur la condition de paria pratiquement dans laquelle avait vécu son père. Donc il y a tout ça, ma mère était un personnage qui avait quelque chose d'assez romanesque, quoi. Et donc à sa mort, j'ai aussitôt pensé que j'allais écrire d'abord sur sa mort, car sa mort a été, je dirais, à sa mesure, au meilleur. Elle a été au meilleur d'elle-même dans sa mort. Et je pense, j'en éprouvais presque pour elle une espèce de fierté. Il y avait une grandeur, il y avait une tenue, il y avait quelque chose. Je disais, on aimerait être capable de mourir comme ça. Et à part ça, à partir de là, je me suis mis à raconter sa vie et à partir de et puis celle de mon père, et puis la jeunesse et la jeunesse de mes parents, l'histoire de leurs propres parents. Je suis remonté jusqu'aux grands-parents, puis à un moment il faut s'arrêter quand même. Disons que 4 générations sur un siècle, ça paraît quand même un objectif suffisamment ambitieux. Alors pour raconter cette histoire d'une famille, on traverse le XXe siècle, donc, dont les convulsions résonnent fortement dans ce livre. Alors si certaines années sont inscrites profondément, presque en lettres de feu dans notre mémoire collective, 1914, 1917, 1918, celle qui vous intéresse, vous, ne nous est pas si familière. Il s'agit de 1921. Alors que s'est-il passé cette année-là qui marque, je dirais, un peu le début de cette histoire? Oui, alors 1921, c'est une conséquence de 1917. C'est-à-dire que mes grands-parents étaient d'un côté, ma grand-mère était russe, donc elle s'est retrouvée, la famille s'est retrouvée exilée, ruinée, conséquence immédiate de 1917. Quant en 17, en fait, la Géorgie, mon grand-père était géorgien, a connu une période de 3 ans d'indépendance, au fond où l'Union soviétique leur a foutu la paix, et ils se sont dépêchés de la mettre à profit pour créer une démocratie libérale, voter une constitution qui était quand même la première constitution européenne à donner le droit de vote aux femmes. Et puis, en 21, l'Union soviétique a trouvé que ça suffisait et l'armée rouge est entrée en Géorgie. Et mes grands-parents et arrière-grands-parents sont partis, sentant bien que ça allait très mal tourner, ce que ça a fait. Et donc, ce qui fait que mes 2 grands-parents, l'une aristocrate russe, l'autre, disons, petit bourgeois intellectuel géorgien, qui n'avait dans l'ancien monde, dans le monde d'avant la Révolution,
aucune raison de se croiser, parce que vraiment, ils appartenaient à des univers totalement différents, et se seraient-ils croisés, ça aurait été une mésalliance quasi inimaginable. Quand ils se sont retrouvés dans l'émigration en 1922-23 à Paris, ils étaient tout aussi pauvres et paumés l'un que l'autre, et ils se sont... et c'est ce qui faisait que mon oncle, son frère, disait à ma mère, tu sais, nous sommes des enfants de Lénine. Sans Lénine, nos parents ne se seraient jamais rencontrés. Mais ça n'amusait pas spécialement ma mère qui lui dise ça, mais c'était absolument vrai. Alors, ce qui est étonnant, c'est que on connaît relativement bien par vos livres votre part russe, mais cette part géorgienne nous était en grande partie était absente, en quelque sorte. À partir de quand vous intéressez à cette part mais quand vous a-t-elle alerté, en fait, s'est-elle révélée à vous? Pendant très longtemps, ça m'était totalement étranger. Pour une raison, là-dessus, j'étais le digne fils de ma mère. Ma mère, qui était russo-géorgienne, avait en fait totalement choisi le côté russe. Le côté géorgien, la Géorgie, ça lui paraissait un truc un peu folklorique, sympathique, rigolo, etc. Mais vraiment, c'était pas la vraie... comparé à la grande culture russe, qu'est-ce que c'était ça, la Géorgie? Et donc, alors que il y avait toute une autre partie de la famille qui étaient des Géorgiens très géorgiens, étaient patriotes géorgiens. Mais ma mère s'entendait bien avec ces cousins-là, mais on s'aimait bien. Mais elle les regardait d'un peu de haut, quoi. Et moi-même, au fond, c'est tout de même assez surprenant, j'ai quand même atteint l'âge de 64 ans avant qu'il me vienne l'idée d'aller en Géorgie. Alors que c'est un pays très facilement accessible, c'est à 4 heures d'avion de Paris, c'est un pays notoirement très agréable, avec un art de vivre, c'est beaucoup plus attrayant que la Russie, hein, Et non, j'ai passé les 20 dernières années à passer mon temps à aller en Russie et tout ça. Et en Géorgie, non. Et j'y suis allé, au fond, toutes ces choses se sont... tout ça a bougé pour moi au moment de la guerre en Ukraine, qui est vraiment un des déclencheurs de ce livre. Parce que la guerre en Ukraine faisait tout de même vaciller une espèce d'image très positive que j'avais malgré tout de la Russie. Et du coup, je me suis mis à m'intéresser à la Géorgie au même titre qu'à l'Ukraine. Au fond, ce sont même des pays colonisés qui se sont retrouvés pour l'Ukraine envahie militairement et avec une violence sans nom. Pour la Géorgie, actuellement bouffée de l'intérieur, par la russisation. Mais l'un et l'autre sont des pays qui sont en fait en première ligne dans cette espèce de reconstitution de l'Empire russe à laquelle on assiste. Alors, il s'est ajouté une circonstance, c'est que ma cousine, ou plus exactement la cousine de ma mère, qui s'appelle Salomé Zorabishvili, est devenue présidente de la Géorgie. Elle a été pendant 8 ans. Et d'ailleurs, elle a fait vraiment ce qu'elle a pu, maintenant sans succès, pour justement lutter contre cette espèce de russisation de son pays. Donc ça ajoutait, il y avait une espèce de... J'ai commencé à aller... la première fois que j'y suis allé, c'était pour faire un reportage pour la revue Cometa, qui était une sorte à la fois de portrait de ma cousine Salomé, et puis de bilan d'étape de mes propres relations avec la Géorgie, et par conséquent avec la Russie. Donc toute cette histoire, vous voyez, Russie, Ukraine, Géorgie, c'est très très présent dans le livre, qui s'inscrit dans une espèce de double chronologie, de double temporalité. C'est-à-dire qu'il y a le siècle d'histoire, les 4 générations qui sont racontées, en gros de 1921 à 2025. Et puis il y a les quelques 3 années de sa rédaction qui sont aussi
à la fois celle du deuil de mes parents et et ces années de la guerre en Ukraine et des divers voyages que j'ai pu faire en Ukraine, en Géorgie, tout ça. Donc au fond, c'est comme si il y avait toute cette interrogation sur la Russie qui se racontait dans le destin de ma mère et aussi dans les événements de ces dernières années dont j'ai essayé à ma façon de rendre compte. Alors c'est vrai qu'on peut difficilement lire Kolkhoz sans penser à roman russe, œuvre orageuse, perturbée et pour une part transgressive aussi, mais aussi à Limonov, dont la gravité... c'est mon 3e roman russe, on peut dire celui-là. C'était un peu ce que je voulais dire, mais j'ai le sentiment que ce 3e roman russe interroge l'histoire russe déjà à l'aune de l'actualité, mais aussi peut-être avec une réévaluation des travaux de votre mère, puisque vous, en revisitant sa vie, vous revisitez aussi sa vision du monde, sa vision de la Russie. Et je dirais que ce livre, il a comme sous-bassement quand même cette interrogation sur comment on envisage l'histoire et comment l'histoire que les autres ont bâtie, finalement, c'est aussi un petit peu agrégé à notre propre vision. Moi, j'ai lu votre mère quand j'étais étudiant, beaucoup, et je dois dire que dans vos interrogations, dans vos doutes, j'y ai vu aussi peut-être un nouveau regard que vous portiez sur le travail qu'elle a accompli pendant toutes ces années. Je ne parle pas je dis pas ça dans l'idée où on valide forcément le regard porté, mais Malheur russe reste un livre qui aujourd'hui devrait être lu. Je suis bien d'accord avec vous. Je suis bien d'accord avec vous. Le Malheur russe qui est c'est assez marrant parce que ma mère a au moment essence de bascule essentielle qu'a été la fin des années 80, le début des années 90, c'est-à-dire la perestroïka, au fond, qui nous paraît aujourd'hui une espèce de miracle qui n'a pas tenu ses promesses, quoi. À un moment, on a cru, quoi. Et puis, et il y a eu, au fond, tout de même, avec tout le chaos, tout ça, mais il y a tout de même eu une dizaine d'années qui ont été les seules années de démocratie qu'ait connue la Russie. Alors, comme ça a été des années également de banditisme, de paupérisation, tout ça, finalement, la démocratie est un mot affecté de connotation totalement négative en Russie. Vraiment, c'est comme si on dit fascisme chez nous, quoi. Il y a rien de pire. Mais donc, à ce tournant des années 80, ma mère avait écrit, je pense juste avant, un livre qui s'appelait Le Malheur russe, qui était un livre sur l'assassinat politique en Russie, mais au-delà, au fond, sur une espèce de diagnostic d'arriération indécrottable, de brutalité, de barbarie. Enfin, c'était un livre très, au fond, qui était dans la lignée des lettres de Custine sur la Russie. Vous savez, Custine était un aristocrate français qui, en 1838 ou 39, a visité la Russie et en a fait une description qui est à la fois d'une grande puissance littéraire et qui est violemment répulsive. Enfin, c'est un tableau terrible. Et donc, le livre là de ma mère est totalement custinien, quoi, si on peut dire. Et puis, 3 ans après, son espèce d'optimisme, de principe, de tempérament, tout ça reprend le dessus et elle écrit un livre qui s'appelle Victorieuse Russie. Nous passons donc de Le Malheur russe à 3 ou 4 ans après, Victorieuse Russie. J'ai bien peur qu'elle ait eu plus raison en écrivant Le Malheur russe qu'en décidant de croire à la victorieuse Russie. Encore que tout de suite, je pense que Vladimir Poutine est absolument convaincu de travailler à l'avènement d'une victorieuse Russie, ça c'est certain. Alors il y a des pages sublimes et on y reviendra, sur les êtres aimés, mais il y a d'autres compagnons de vie que vous chérissez et qui font aussi l'objet de pages mémorables, et je veux parler des livres, bien sûr.
Alors les premières lectures dans le giron maternel, mais plus tard les œuvres de Nabokov ou encore celles de Marguerite Yourcenar qui vont prendre une place assez charnière dans ce livre-ci. Quel type d'inspiration avez-vous trouvé chez l'un, Nabokov, et chez l'autre, Marguerite Yourcenar? Oh ben, Nabokov, ça a été vraiment le dieu de ma jeunesse. Il a eu une influence détestable sur moi parce que je pense que les deux premiers romans que j'ai écrits étaient totalement sous influence de Nabokov et ils étaient complètement emberlificotés, pédants, illisibles. C'est-à-dire quand on n'a pas le génie de Nabokov, essayer de faire son Nabokov produit des résultats catastrophiques. C'est comme on brûle ce qu'on a adoré, quoi. J'ai longtemps cessé d'aimer Nabokov, et puis malgré tout, quand on remet le nez dedans, on l'aime de nouveau. Il y a une description qui fait à un endroit de la, je vais pas le retrouver, de l'immigration, du monde de l'immigration. Je l'ai noté. Bon, c'est passé. En tout cas. Et puis par ailleurs, si dans la mesure où j'essayais de raconter quelque chose de ce monde de l'immigration, de l'immigration russe à Berlin, à Paris, enfin tout ça, Nabokov a raconté cela, décrit cela de façon absolument magique, quoi. C'était et bon, par ailleurs, alors Yourcenar, c'est pas du tout la même chose, mais c'est d'abord, en fait, c'est un écrivain que j'aime beaucoup, toujours. Et elle a écrit, à la fin de sa vie, trois volumes d'histoires, qui sont pas du tout autobiographiques, qui sont l'histoire de sa famille, du côté de son père, du côté de sa mère, tout ça. Et je trouve qu'elle a... alors, elle a une ambition beaucoup plus grande que moi, parce que moi, je m'en tiens à un siècle. Elle remonte carrément à la préhistoire, quoi. C'est vraiment quelqu'un dont j'admire la hauteur de vue, la hauteur, l'ampleur. On a l'impression qu'on a du recul, quoi, qu'on voit les choses avec, vous voyez, comme si on était en avion, que tout à coup on voyait des chaînes de montagnes. Il y a une espèce une vision que j'admire beaucoup chez elle, une façon aussi très simple de regarder les choses en face, d'être jamais... Elle est un peu collée-montée, mais elle est jamais prude. Elle a quelque chose de très direct. Enfin bon, je l'aime beaucoup. Non, et sinon, les deux gros morceaux, vous alliez peut-être y venir, parce qu'en matière de littérature, c'est Tolstoï et Dostoïevski. Donc les deux... Tolstoï et Dostoïevski, c'est pour les Russes, et pas seulement pour les Russes, c'est une de ces espèces d'opposition comme Voltaire et Rousseau, Sartre et Camus, tout ça. Et alors, l'histoire assez marrante, c'est que dans la famille de ma mère, dans la famille russe de ma mère, on était un peu snob, y compris dans les goûts littéraires. Et on admirait toute la grande littérature russe, à commencer par Dostoïevski, qui était vraiment le héros de la famille. Et on avait décidé que Tolstoï, c'était pas bien. Que Tolstoï, c'était vraiment... c'était pour les ploucs, enfin, qu'on comprenait, voilà, que c'était... les gens intelligents n'aimaient pas Tolstoï. Ma mère a hérité ça de son père, moi j'ai hérité ça de ma mère, et j'ai relativement longtemps pensé ça, jusqu'au jour où, disons, j'avais largement dépassé la trentaine, où mon oncle, le frère de ma mère, qui lui-même avait largement dépassé la cinquantaine, m'a téléphoné en pleine nuit en me disant « Tu sais ce qui m'arrive ?» J'ai dit « Non, je ne sais pas. Je suis en train de lire Guerre et paix. Et demain, tu sais ce que tu vas faire, tu vas aller dans une librairie et tu vas t'acheter Guerre et paix et tu vas voir ce qui va t'arriver. » Et en effet, Guerre et paix est devenu, en gros, mon roman préféré. Je pense que c'est le plus grand roman du monde. Mais alors, ce qui se jouait là et qui s'est poursuivi, c'est une espèce d'éloignement de Dostoïevski qui prend un sens un peu maintenant, parce que c'est
disons que Dostoïevski, il faut bien dire, incarne l'esprit, ou on peut dire l'âme russe, puisqu'on dit ça, pour le meilleur et pour le pire. Et il y a des moments où c'est le pire, et c'est le pire qui apparaît, c'est-à-dire une espèce de passion frénétique pour tout ce qui est pathétique, vertigineux, extrême. J'ai infiniment aimé ça, et tout de suite j'ai du mal, et je me repense à... Milan Kundera, quand il était jeune écrivain inconnu à Prague, avant il courait après l'argent, et on lui avait proposé de faire une adaptation pour le théâtre de Crime et Châtiment. Et il a commencé à relire Crime et Châtiment, et il a dit, mais pour rien au monde je ne veux faire ça, c'est contagieux. Je veux pas toucher à ça. C'est dégoût total, radical. Je ne vais pas jusque là, mais je comprends. Et tout de suite, il y a quelque chose dans la. J'ai pas mal d'amis ukrainiens que j'ai pas mal vus en Ukraine, tout ça, et qui eux sont, disons, n'ont pas de mots plus, sont d'une violence extrême à l'égard de toute la culture russe, ce qui me paraît dément, mais en même temps tout de suite, voilà, à la place où ils sont, je vais pas les juger, on discutera de ça après, quoi, s'il y a un après, je sais pas lequel, mais pour eux, il y a une espèce il y a un slogan très juste qu'a lancé le grand traducteur André Markovitz, qui notamment le très grand traducteur de Dostoïevski, qui est « Pouchkine n'est pas Poutine ». Et c'est évidemment vrai, évidemment. N'empêche que tout de suite, c'est difficile à faire avaler aux Ukrainiens, qui donc voient les choses de façon d'une façon extrême que je peux comprendre. Alors, moi, il y a une toute petite phrase dans votre livre et qui va conclure une partie de cette conversation, c'est que vous écrivez que vous êtes nul en histoire. Vous écrivez ça à un moment, peut-être que vous en souvenez plus. Non, je me souviens... Ouais. Parce qu'en réalité, vous n'êtes pas nul en histoire, et j'ai envie de citer la très belle préface et très synthétique et remarquablement structurée que vous faites à la nouvelle édition du Zéro et l'Infini d'Arthur Koestler chez Kalman Levy. Là, en quelques pages, quand même, vous réussissez à nous montrer le paysage d'une époque, à brosser le portrait d'un homme, et à nous redonner envie de relire Arthur Koestler. Alors, je disais que j'étais nul en histoire quand quand je faisais des études d'histoire, très jeune homme. Et c'est vrai parce qu'au fond, ça m'intéressait pas tellement. Ce qui m'intéressait, c'était la fiction, c'était le roman, tout ça. Et au point que, ayant à faire un mémoire de DEA en histoire, je m'étais dit précisément, je suis pas très bon en histoire, en plus c'est le terrain de ma mère, je vais me trouver un truc qui me permettra à la fois de m'amuser et d'être a priori beaucoup plus compétent que tous les membres de mon jury réunis. Et donc j'ai travaillé sur l'Uchronie, c'est-à-dire sur les histoires alternatives, l'histoire avec des si Napoléon avait gagné à Waterloo, si le Christ n'avait pas été crucifié, tout ça. C'est-à-dire précisément une espèce de négation de l'histoire. Ensuite, avec le temps, oui, j'ai un peu cessé d'être nul en histoire parce que ça s'est mis à m'intéresser énormément. Et finalement, j'ai écrit des livres, ne serait-ce que, Limonov, le Royaume, celui-là, qui sont des livres, l'un sur la fin du communisme, l'autre sur les débuts du christianisme, celui-là sur c'est des livres d'historiens amateurs. J'ai pas du tout de formation académique, mais je pense que c'est des livres d'historiens tout à fait, que ce qu'il y a comme travail d'historien dedans est tout à fait honorable, quoi. En tout cas, je fais absolument de mon mieux pour ça, quoi. Je suis pas du tout désinvolte là-dessus. Et il y a toute une dimension, je dirais, de pédagogie dans ce type de livre qui m'importe beaucoup, quoi. C'est des livres qui brassent énormément d'informations et j'essaye de le faire à la fois le plus
le plus agréablement possible, mais aussi le plus sérieusement possible. D'ailleurs, j'ai le Royaume, qui est un livre donc c'est sur un sujet qui est quand même celui sur lequel on a le plus écrit dans toute l'histoire, et il y a des milliers de spécialistes qui sont extraordinairement sourcilleux sur leur sujet. Et ce livre, Le Royaume, personne n'est allé me chercher des poux sur la tête. Il a été tous les historiens qui l'ont lu ou qui m'en ont parlé ou qui en ont rendu compte ont trouvé que le livre se tenait, quoi, qu'il avait pas seulement c'était un travail historique plutôt solide. Et ça, c'est vraiment une vraie fierté pour moi et quelque chose qui m'importe. Et ça vaut aussi donc pour celui-là, quoi, où il y a beaucoup beaucoup d'histoires qui est brassée, quoi. Alors à partir du fameux livre L'Adversaire, vous êtes progressivement de plus en plus présent dans les livres que vous écrivez, mais en même temps, toujours en même temps, on a l'impression que vous vous battez pour en quitter le centre. Faut-il y voir une distinction entre parler de soi et se mettre en scène? Je trouve ça me touche, et je trouve ça juste que vous dites que plutôt j'essaye d'en quitter le centre, qu'il m'est arrivé de l'occuper d'une façon peut-être un peu envahissante dans certains livres, mais par exemple en réalité je n'ai écrit que 2 livres qui sont rigoureux, qui sont vraiment des livres autobiographiques, en ce sens que j'en suis le protagoniste, qui sont un roman russe et Yoga, qui sont tous les 2 des livres sur des périodes de crise personnelle, où je parle pratiquement que de moi. Dans les autres livres, je suis narrateur, mais je ne suis pas du tout protagoniste pour autant. Et donc ma place, c'est... le curseur varie un peu, mais j'ai l'impression... Bien sûr, je suis tout le temps présent parce que c'est moi qui raconte l'histoire, qui parfois commente mon propre récit, m'adresse au lecteur, essaye de créer un lien avec lui comme quand on raconte une histoire à quelqu'un. Quand on raconte une histoire à quelqu'un, on la raconte soi. C'est pas ChatGPT quoi qui le raconte. Et dans celui-là, oui, je suis aussi protagoniste parce que enfant, tout ça, mais j'ai l'impression, je sais pas, à tort ou à raison, ça me paraît assez. J'ai l'impression que ma place est assez équilibrée, quoi. C'est l'impression. C'est vrai. Aussi, comme lecteur. Récemment, nous recevions, d'ailleurs c'était la semaine dernière, un écrivain espagnol qui lui aussi est protagoniste de ces livres. Cercas. Voilà, Javier Cercas. Et il a dit une chose qui m'a intrigué et que j'aimerais vous soumettre. Il a dit que pour lui, écrire un livre, c'est essayer de résoudre une énigme. Et il y a beaucoup de choses qui vous rapprochent, mais je ne suis pas certain que vous ayez le même but. Ce qui vous rapproche, c'est d'essayer de reconstituer, de fouiller les strates du passé, d'essayer de comprendre ce qui a pu arriver dans vos familles respectives. En revanche, lui cherche une énigme personnelle, mais peut-être que ce n'est pas tout à fait votre but, ou alors il est bien dissimulé, et auquel cas, ça serait presque la mise en abîme de l'énigme. Vous savez comment Churchill définissait la Russie ? Il disait c'est un rébut au milieu d'un mystère entouré d'une énigme. Oui, je sais pas. J'ai vraiment beaucoup d'estime pour Javier Cercas. On se connaît même un peu. Je veux dire, je sais que je lis ses livres, il lit les miens. Il y a une espèce de truc. On a l'impression de labourer un petit peu les mêmes terrains. Mais bien sûr que s'il le dit, c'est vrai, mais je vois en réalité, pensant à ces livres, je vois pas très bien ce qu'il veut dire. Enfin, c'est comme s'il y avait une énigme. Je pense que c'est pareil. On fait quand même un assez gros travail de recherche, tout ça. Je pense que
Je sais pas, j'ai pas l'impression, enfin, en tout cas, pour ce qui me concerne, il n'y a pas forcément quelque chose que je savais pas, que je découvre en cours de route. Il y a quelque chose que, je ne sais pas, la narration rend les choses pour moi visibles, leur donne une... oui, ça donne un peu de sens à des vies, ça les transforme un peu en destin, de choses comme ça. Mais alors maintenant, attendez, tout de même, c'est pas du tout une énigme, hein, mais ce que je veux dire, c'est que dans ce livre-là, il y a quelque chose que j'ai pas du tout découvert en termes d'information, mais au fond, j'ai commencé comme un livre sur ma mère. On est passé par plein de détours sur l'histoire, sur la Russie, sur l'Ukraine, sur l'immigration, sur la Géorgie, tout ça. Et puis finalement, j'ai eu l'impression que le livre devenait, mais alors là, je l'avais pas vraiment vu venir, un livre sur mon père. Alors, c'est pas une énigme, ce que je raconte de mon père, je le savais, mais c'est comme si tout à coup, il trouvait une place beaucoup plus importante, parce que voilà, ma mère était quelqu'un qui recherchait, accrochait la lumière, tout ça. Et mon père, c'était le contraire. Enfin, je sais pas s'il était, je sais pas s'il recherchait l'ombre, mais enfin, il était dans l'ombre de ma mère. Il était et dans une vie conjugale qui a été difficile, que je raconte dans le livre, pas forcément de gaieté de cœur, parce que c'est pas voilà, il y a quelque chose d'assez malheureux là-dedans, mais cette figure de mon père a finalement grandi à mesure que le livre avançait, et j'ai été très heureux que tout naturellement le livre se finisse sur lui. Et là, vous voyez, je me méfie des espèces de discours sur voilà, c'est le livre qui s'écrit tout seul, auquel qui ne m'obéit pas. Mais tout de même, là, il y avait quelque chose qui s'est imposé, et qui s'est imposé à moi, disons, très très consentant et très heureux que ça advienne, quoi. C'est parce que il y a une espèce de, non seulement d'ombre, mais de douceur, de délicatesse dans la figure de mon père que j'étais vraiment très très heureux de montrer. Ces pages sont très marquantes, mais il y a d'autres très belles pages. On vous a souvent décrit comme un écrivain torturé, l'écrivain de la souffrance psychique, mais vous composez dans Kolkhoz des pages remarquables sur le bonheur. Je pense aux scènes de la rue Guénégaud, la scène où votre mère quitte le sourire aux lèvres, la chambre de votre père, les dodus et le foie de veau, et puis ce Faire Kolkhoz, qui à lui seul, me semble-t-il, embrasse le livre tout entier. Alors est-ce la fréquentation des évangiles relatés dans leur royaume, le yoga que vous avez pratiqué, ou tout simplement l'immense bourbier dans lequel le monde est plongé, qui vous pousse à vous saisir de chaque étincelle de lumière ? C'est aussi qu'à un moment, c'est nécessairement devenu un livre sur l'enfance, et que moi qui ne me considère pas comme quelqu'un avec une très très grande capacité au bonheur, alors que j'ai eu une vie enfin très très exempte de grands malheurs à ce jour, mais voilà, il y a des gens psychiquement qui sont pas très très heureux. Mais je me suis, au fond, tout à coup, j'ai pris conscience en écrivant ces récits d'enfance que j'ai eu une enfance très heureuse, et que ce qui remontait, c'était des souvenirs d'enfance très heureux, et qui étaient au fond aussi des souvenirs très très fusionnels avec ma mère, et je dirais notre mère, puisque ça inclut mes sœurs aussi, dont ce fameux Kolkhoz qui est devenu le titre du livre, qui correspond à une espèce de petit rituel d'enfance. Mes sœurs et moi, quand notre père était absent pour son travail, on tirait des matelas, des coussins, tout ça pour dormir autour de notre mère. Et notre mère, en bonne spécialiste qu'elle était de l'Union soviétique, appelait ça Faire Kolkhoz. Enfin, j'étais très content le jour où tout à coup ce titre s'est imposé, parce que précisément, il conjuguait
ce minuscule événement de l'intime, de l'enfance, est un événement, est quelque chose de très lumineux, avec ces kolkhozes qui étaient des fermes communautaires en Union soviétique, mais ça veut dire que quelque chose qui justement se référait à la grande histoire, quoi. Et aussi à une grande histoire dont ma mère était l'historienne. Donc tout à coup, à un moment, ce mot est devenu, il y a une espèce d'évidence de ce titre qui fait que j'étais content qu'il soit arrivé, quoi. Sinon, j'étais pas bien barré, j'avais pas de bon titre. Vous avez hésité entre plusieurs options? J'ai hésité entre plusieurs titres, mais dont aucun n'était bon. Et heureusement, à un moment, il y en a un où le bon arrive, quoi. Et là, il n'y a pas à hésiter. Là, on le reconnaît tout de suite. Alors tout le monde sait que toutes vos œuvres sont publiées chez POL, donc le grand éditeur littéraire s'il en est. 2 volumes rassemblent un choix de vos œuvres, mais quand même assez, un choix assez large. Voilà, assez conséquent. Ça s'appelle Vers le réel, qui est un très beau titre, donc édité chez Gallimard en collection Quarto. On y trouve beaucoup de récits journalistiques. Oui, il y a des bonus. Voilà, il y a des bonus. Il n'y a pas que les romans qui sont réunis, mais il y a pas mal de trucs. Et on trouve aussi une belle matière qui était celle qui a été un de vos métiers, à savoir celui de chroniqueur judiciaire. Est-ce que ce métier-là, très particulier, a apporté quelque chose de spécial dans votre écriture ou dans votre approche de l'écriture? Je l'ai fait très longtemps, parce que quand j'étais très jeune journaliste, j'ai fait des petits procès d'assises. Quand je dis des petits, c'est les procès qui n'attirent pas les grands. Voilà, il y en a tout le temps qui peuvent être très très intéressants, mais qui sont pas couverts par la presse, tout ça. J'en ai fait. Ensuite, plus tard, j'ai suivi le très grand procès d'assises qui était le procès de Jean-Claude Roman. Et puis, il y a quelques années, j'ai passé 1 an tous les jours au palais de justice à suivre le procès des attentats de 2015. Donc c'est un truc que j'ai une certaine expérience de chroniqueur judiciaire, et c'est quelque chose, c'est toujours passionnant. C'est toujours passionnant. Que ce soit les petits procès ou les très grands, c'est un théâtre, mais c'est aussi quelque chose qui... vous voyez, sur les affaires criminelles, les choses comme ça, on peut écrire de 2 façons. Il y a les journalistes qui font du terrain, c'est-à-dire qui quand un drame, un crime survient, ils vont à la gendarmerie, ils cherchent, ils tournent autour, et au fond, ils essayent d'apporter du neuf, ils essayent d'apporter un scoop éventuellement. En revanche, un chroniqueur judiciaire, il cherche rien de tel. Il assiste à un procès. Tous les chroniqueurs judiciaires sont à la même enseigne. C'est comme si vous allez au cinéma. Enfin, tout le monde voit le même film. Donc, la différence, elle se fait uniquement, pas sur l'information, mais sur la sensibilité, les intuitions, la façon d'écrire. Et c'est vraiment un truc... c'est très, très excitant pour un écrivain de faire ça. Et d'ailleurs, je suis ni le premier ni le dernier à le faire. Ni le premier ni le dernier, mais est-ce que ça n'est pas toujours une tentation, en fait, de tirer une bonne histoire? Ça fait très longtemps que vous n'avez pas écrit une fiction totale, même si la littérature ne se résume pas à la fiction, hein, bien au contraire. Vous revendiquez d'ailleurs une littérature sans fiction. Enfin, je revendique, je dis que c'est ça que je fais. Je dis pas que c'est mieux qu'autre chose. Hein. Moi, je suis un lecteur de romans passionné. J'adore ça, les romans. Hein. Voilà. Simplement, c'est pas la. Je sais plus écrire ça. Je sais écrire autre chose. Ça me convient. Et il y a un texte qui ne sera jamais publié, mais qui vous a certainement aidé au moment de la rédaction de Kolkhoz. C'est ce qu'a écrit votre oncle, Nicolas, le frère d'Hélène, racontant en fait une part très importante de cette histoire familiale. Qu'est-ce que vous y avez trouvé dans ce texte? Des faits, mais aussi peut-être... tous ces sentiments qui n'étaient pas forcément ceux que vous ressentiez?
Alors, en fait, il y a deux sources supplémentaires très importantes que j'ai eues pour écrire ça. L'une c'est en effet ces mémoires qu'a écrit mon oncle, et il les a écrits sans aucune visée de publication, de choses comme ça, mais disant, au fond, je vois des photos de famille avec des gens qui ont 3 ou 4 générations avant moi, et je me dis, tiens, qui c'était celui-là? Ça a pu être quoi sa vie? Je me dis, voilà, peut-être pour des descendants, des trucs comme ça, je le raconte, ce que ça a été ma vie, qui j'étais. Donc il l'a fait avec une totale modestie, et en même temps, très bien, avec un vrai talent de plume, mais un talent sans visée littéraire. Je dirais d'autant mieux peut-être. J'ai beaucoup appris dedans. Alors en même temps, comme c'est quelqu'un avec qui j'ai des relations de proximité amicale très intimes, je peux lui parler tout autant que... Mais j'ai quand même beaucoup appris là-dedans. Et par ailleurs, l'autre source, mon père a passé toute sa vie à faire de la généalogie, notamment la généalogie de la famille de sa femme. Et peu avant sa mort, j'ai pris conscience que ces travaux généalogiques, il les avait vraiment classés, organisés sous la forme de plusieurs dossiers qui étaient une source d'information incomparable sur toute l'histoire d'une famille. Si j'avais voulu faire ça tout seul, ça m'aurait pris des années, quoi. Et au fond, j'ai eu un peu le sentiment qui me léguait ça, en me disant, écoute, fais-en ce que tu veux. Et j'en ai fait en partie ça. C'est pour ça que ces mémoires de mon oncle et ces dossiers de mon père, j'ai vraiment l'impression que c'est des sources essentielles et presque je les considère un peu comme des collaborateurs de ce livre, quoi. Et d'ailleurs, on découvre que l'un de vos aïeuls a participé à l'assassinat d'un tsar. Est-ce que vous pouvez nous raconter cette histoire qui est quand même pas banale? Non, ce qui est le moins banal, c'est que ma mère, à un moment, qui était très, très jeune femme, travaillait dans une espèce d'officine un peu bizarre qui était une sorte de centre de documentation pour la Compagnie française des pétroles. Enfin, ça faisait un peu espionnage quand même, ce truc. Et c'était... le mystérieux patron de ce truc-là était un jésuite russe qui s'appelait le père Obolensky, d'une grande famille russe. Et il y avait aussi un jeune mec un peu traîne-patin comme ça, qui est d'ailleurs devenu ensuite un grand historien de tout ça, mais qui s'appelait Bennigsen. Et ils étaient 3 là à travailler là. Et un jour, leur patron, cet Obolensky, a dit... je vous invite à 2 autres, l'a dit, je vous invite à dîner. Ils ne comprenaient pas pourquoi. Et en fait, il les a invités à dîner en disant qu'ils étaient tous les 3 les descendants des assassins du tsar Paul Ier. À eux 3, enfin leurs aïeux, l'avaient assassiné de façon absolument horrible d'ailleurs. Enfin, ils l'ont étranglé, saigné. Vraiment, ça a été un massacre. Et en tout cas... ça ne l'empêchait pas de considérer que ça avait été une bonne chose, parce que c'était vraiment pas un tsar estimable. Et en tout cas, ils avaient, et ça n'a pas duré très très longtemps, mais pris l'habitude de célébrer ensemble, en dînant ensemble, une fois par an, l'anniversaire de ce régicide perpétré en commun. Et la chose marrante, c'est que ma mère raconte ça dans son livre Le Malheur russe, dont on a parlé justement, mais elle raconte toute l'histoire sans jamais dire que c'était un de ses ancêtres. Ça, c'était vraiment son idée de il faut pas parler de soi, alors que c'était quand même assez marrant à dire. Bon, chers amis, vous n'êtes pas venus en vain. On a un petit peu de temps pour, 4 questions. Alors pour ceux qui sont un petit peu loin dans la salle, il faudra s'approcher, parce que j'ai pas de câble assez long. Olivier Caher, j'ai entendu parler de vous, non pas par vos écrits, mais par les dessins à l'encre de Chine qui ornaient le bureau de votre père au BCF. Ah oui. Et j'admirais vos tableaux, et il m'a dit, mais il a une vision très torturée, très tourmentée, alors que je trouvais ça très très beau, et j'avais trouvé étonnant. Et dans vos livres, il y a, je ne parle pas de l'adversaire ou la moustache, il y a toujours quelque chose d'étrange, bizarre, et un peu torturé, un peu tourmenté. Ce que je n'ai absolument pas retrouvé dans celui-ci, dans Kolkhoz, qui semble
laisser un voile de douceur sur l'ensemble de la vie de votre parent. Vous parliez tout à l'heure de titre. Moi, j'aurais appelé ça volontiers testament, parce qu'il y a une façon de rendre hommage et à votre mère et à votre père. Bon, j'ai connu professionnellement votre père, donc cette partie-là a été plus parlante pour moi, mais il y a vraiment une douceur dans ce livre qu'on ne retrouve pas dans vos autres romans. Bah, ça me fait plaisir que vous disiez ça, surtout j'ai l'impression que ça vaut le coup de vieillir pour s'adoucir un peu. Non, mais vous avez raison. Mais pardonnez-moi juste une seconde, vous le connaissiez dans quel cas? D'accord. Et vous avez un bon souvenir de lui? Ouais, je crois que j'ai une ou deux personnes m'ont parlé de lui depuis, et je vois bien que c'était un type très aimable, mon père, mais il pouvait le montrer plus à l'extérieur qu'au sein de la famille, où il était quand même un petit peu, même beaucoup brimé par ma mère. Donc, et quand en dehors, il s'épanouissait davantage, quoi. Enfin, merci de me dire ça. Dans votre interview dans Le Point, il y a une photo qui montre que vous étiez sur la place Rouge en mars 2022, je crois. Oui. Je ne sais pas si vous étiez déjà à Moscou, du coup, fin février 2022. Je suis arrivé... Attendez... Le jour de l'invasion, c'était quel jour? C'était le 22 février. Je suis arrivé le 23. Le 23 ou le 24, oui. Le 23, je crois. Le 23. Vous envisagez éventuellement de faire un roman sur cette expérience qui devait être... Ça, je la raconte quand même dans le livre. Je le raconte. Oui. D'accord. Ah oui, non, il y a tout un... Si vous voulez, je me suis retrouvé de façon un peu, vraiment totalement par hasard à Moscou. À ce moment-là, j'y étais pas allé comme reporter pour suivre ça. Je devais aller jouer... Si vous êtes arrivé 2 jours avant, j'imagine que non. Ouais. Non, j'étais pas arrivé 2 jours avant, je suis arrivé le lendemain. Mais je devais arriver... je devais jouer un petit rôle dans un film adapté de mon roman Limonov. Je suis venu pour ça, et bon, je suis venu, et c'était la guerre, et le tournage a été arrêté presque aussitôt. Mais tout ça, j'ai fait un reportage pour le magazine l'Obs, parce que je suis resté une dizaine de jours, et j'ai fait, et tout ça, j'ai pas du tout reproduit le reportage à l'intérieur du livre, mais je m'en suis servi pour raconter tout ça. Donc ça, c'est raconté dans le livre. Hein. D'accord. Voilà. Merci. Merci, moi c'est une question un petit peu idiote, je suis désolée. Je vous en prie, je peux faire une réponse idiote. En fait, j'ai été un peu intriguée en repensant à votre livre La Moustache, ouais. Et en lisant le passage sur le retour de Georges, que sa famille ne reconnaît pas parce que quand il arrive après une longue période d'absence, il s'était rasé la moustache et de fait personne ne le reconnaît du fait de... Voilà. Je me suis demandé si c'était des choses que vous aviez en tête depuis longtemps et si c'était des espèces de motifs qui avaient pu vous inspirer le livre de la moustache. En fait, alors c'est tout sauf une question idiote, parce que c'est une question à vrai dire vertigineuse, mais disons, ce que je peux dire comme succession temporelle, c'est en 86, j'ai 30 ans, j'écris ce petit roman qui s'appelle La Moustache, qui raconte l'histoire d'un type qui se rase la moustache et puis personne ne se rend compte qu'il se l'est rasé et ça le précipite dans une espèce d'abîme de folie. Disons que cette idée m'est venue comme ça. En fait, j'ai jamais très bien su d'où, mais bon, ça m'a tout à coup comme une idée un peu voilà. Mais c'est seulement 20 ans plus tard que je parle avec ma mère. Je la cuisine un peu sur son père, dont à l'époque, dont 20 ans plus tôt, je ne me souciais absolument pas. Et c'est là qu'elle me raconte absolument incidemment que ce que vous venez de dire, c'est-à-dire que 2 ou 3 jours avant sa disparition, il s'est présenté à sa famille sans moustache pour des raisons évidentes. Je pense qu'il essayait quand même de passer inaperçu, voilà.
et que elle, en tout cas, a eu l'impression d'être face à un étranger. Je suis tombé des nues quand elle m'a dit ça. Je lui ai dit, mais ça ne te rappelle pas quelque chose? Ah non. Je lui ai dit, mais tu sais, j'ai écrit ce roman, c'était... oui, mais enfin, qu'est-ce que tu vas chercher? C'est une coïncidence. Maintenant, je n'ai aucune explication, parce que je peux me dire, peut-être qu'au fond, dans mon enfance, j'ai entendu raconter ça confusément, c'est possible. Par moment... C'est possible, c'est même probable, mais il y a l'espèce d'idée à laquelle je crois et qui n'est pas du tout incompatible avec qui est qu'il y a une espèce de transmission pratiquement d'inconscient à inconscient, quoi, transgénérationnelle, chose que ma mère ignorait et voulait ignorer superbement, mais qu'en tout cas cet épisode illustre de façon très éloquente. Voilà. Oui, bonsoir. Bonsoir. C'est amusant de parler de la moustache parce que moi j'y avais vu à ce moment-là quelque chose d'assez gogolien, un peu comme le journal d'un fou. Ou le nez. Ou le nez. Mais là je voulais poser une question en fait sur peut-être les 4 derniers livres que j'ai lus de vous, qui ne sont pas nécessairement chronologiquement vos 4 derniers, mais qui ont une sorte de parenté pour moi, Le Royaume, L'Adversaire, la biographie de Kédic et puis Limonov. Parce que finalement, vous vous intéressez à des personnages qui sont un peu hors normes, on dirait aujourd'hui. Il y a soit de la transgression sociale ou quelque chose qui sortent un peu du cadre courant, dans des directions différentes. Le Christ, que vous suivez comme un révolutionnaire à l'époque, etc., etc. Limonov, Kédic, qui était ce romancier de science-fiction génial américain, très... on va dire très sous influence aussi. Qu'est-ce qui vous dirige vers ce type de personnalité Le fait est que j'écris plus de romans au sens, mais j'ai le goût du romanesque est toujours là. C'est vrai il y a une espèce de, j'ai une espèce de goût, c'est vrai, pour des destins un peu hors normes. Alors on peut se dire qu'il y a une espèce de facilité là-dedans, qu'on se rend la tâche plus simple en racontant des vies hautes en couleurs, riches en événements, également, insérées dans l'histoire, tout ça. Je vais pas me l'interdire, quoi. J'aime ça, c'est bien sûr. Si vous voulez, c'est comme on fait des portraits, quoi. On aime bien prendre des visages un peu haut en couleur. Eh bien, merci infiniment. Merci beaucoup. Merci d'être venu accompagner ce Kolkhoz. Merci à vous. Donc, comme je le disais, publié à la belle enseigne de POL, maintenant il nous incombe à nous depuis 41 ans. Ça, c'est une belle fidélité et qui est, j'imagine, mutuelle dans ce travail qui consiste à faire entendre des voix singulières. Et vous avez gardé cette voix singulière pendant ces 41 années d'écriture. Je vous en remercie, puisque ces livres nous accompagnent. D'ailleurs, il y a peu... Figurez-vous que je faisais des blinis et donc j'ai repensé à Kolkhoz et puis je me suis souvenu que quand j'ai lu La Moustache étudiant, j'étais en terminale cette année-là, et bien en lisant ce livre qui m'avait vraiment chamboulé, j'ai décidé de ne jamais avoir de moustache. Alors, du coup, j'ai aujourd'hui une barbe, c'est un petit peu différent. Voilà, en tout cas, merci cher Emmanuel Carrère, c'est un livre qui illumine cette rentrée d'automne. Voilà, et c'est un livre qui va nous accompagner longtemps. Merci à vous pour ça. Alors,
Avant de passer au moment de dédicace, qui j'en suis sûr est très attendu par vous, je vous demanderai juste de replier votre chaise. Quand elle se plie, il y en a qui ne se plient pas, n'essayez pas de les plier quand même. Voilà, sur le côté, on va rallumer la lumière et faire un petit peu de place. Merci à toutes et à tous. Oui. On va dégager la table. Merci Manu. Merci beaucoup. Donc voilà, donc tout ça fait que... J'ai des photos. Ça va plus dans Ah oui. Voilà. Merci beaucoup. Bonsoir. Bonsoir, Je m'appelle madame. Béatrice. Béatrice. Voilà. Merci. Bonsoir. Sauf erreur, Marguerite Duras a dit lire, c'est écrire. Oui. Et je voulais vous remercier pour ces grands moments de lecture. Ah bah merci. Merci. Voilà. Merci. Oui. Vraiment, je l'adore, quoi. C'est mon frère. D'accord. C'est quoi votre nom?